Bonjour à tous, donc aujourd'hui notre deuxième vidéo sur l'oscilloscope, nous allons essayer de voir un peu plus en détail comment on fait les réglages fins de l'oscilloscope, c'est-à-dire certaines options qui sont parfois un peu cachées et qui pourraient nous amener à avoir des mauvais résultats, des mauvaises mesures, ainsi que justement comment on peut obtenir ces mesures. Donc là, je viens d'allumer l'oscilloscope. On a toujours notre écran de ce côté-ci avec quelques informations que l'on va détailler dans quelques instants. On a accès à un menu grâce aux boutons qui sont ici et on va avoir accès à certains réglages et certaines mesures grâce aux boutons qui sont sur le côté. Quelles sont les informations qui sont affichées sur l'écran? Pour le moment, je vois un trait jaune ici, ce qui veut dire que la voie numéro 1 est activée. La voie numéro 2 ne semble pas activée puisque je n'ai pas de courbe apparente bleue sur notre écran, ou peut-être qu'elle est activée mais positionnée en dehors de notre écran. J'ai ensuite ici un petit 1 ici, nous indiquant que pour la voie numéro 1, le calibre est de 1 volt par division, donc chaque carré vaut 1 volt. Ensuite, j'ai ici une base de temps, 1,00 millisecondes, voulant dire qu'à l'horizontale, chaque carré vaut l'équivalent de 1,00 millisecondes. J'ai ensuite la date et l'heure ici, et j'ai quelques informations ici sur ce qu'on appelle le trigger, c'est-à-dire que la voie numéro 1, le trigger est calé sur la voie numéro 1, donc il va essayer de se synchroniser sur la voie numéro 1, sur ce qu'on appelle un front montant, et pour une valeur minimale donc de 600 millivolts. Donc lorsque la voie numéro 1 va passer d'une valeur inférieure à une valeur supérieure à 600 millivolts, alors ça aidera notre oscilloscope à se synchroniser justement sur ce signal. Ça pourra poser quelques soucis éventuels si on a là par exemple un signal dont les valeurs ne passent jamais au-dessus de 600 millivolts. On verra ça un peu plus tard. Et on a ensuite une valeur ici de la fréquence sur le signal 1. Tout ce qui est information jaune concerne le signal sur la voie 1. Donc qui serait inférieur ici à 10 Hz. N'ayant pas de signal, il n'arrive pas à détecter correctement la valeur de 0 Hz pour lui n'a pas de sens en réalité. Voyons maintenant les informations qui sont positionnées au-dessus. Nous avons différentes informations. Ce qui est important de voir, c'est notamment ici notre petite flèche qui nous indique quel est le temps 0 considéré par l'oscilloscope. Et si on enlève le menu, on a aussi une petite flèche ici qui nous indique justement le trigger dont on parlait là. Donc, à chaque fois que notre signal jaune va passer d'une valeur inférieure à une valeur supérieure de 600 millivolts, alors notre oscilloscope va se synchroniser sur ce signal. Pour changer aussi bien le curseur de temps, c'est-à-dire la valeur pour t égale 0 pour lui, ainsi que le trigger, on va manipuler ces deux boutons rotatifs. Ce bouton-ci me permet de modifier donc la position de l'origine des temps. Si j'appuie sur le bouton position, il revient au centre de l'écran. Donc parfois ça peut être intéressant d'avoir une origine des temps qui est complètement décalée pour se laisser un peu plus de marge au niveau de l'écran et donc de visibilité. Parfois ça n'a aucun intérêt particulier, donc on pourra laisser la plupart du temps l'origine des temps au niveau donc de l'axe des ordonnées. Pour ce qui est du déclenchement, donc de ce qu'on appelle le trigger, on va utiliser ce bouton rotatif qui est ici, qui va me permettre de régler la valeur du trigger. Donc si j'ai des petits signaux, c'est-à-dire inférieurs par exemple à 480 millivolts, notre oscilloscope sera incapable de se synchroniser correctement sur la voie 1, puisque là, lui, il attend un signal qui passerait d'une valeur inférieure à une valeur supérieure à 480 millivolts. Donc on va essayer de le mettre le plus bas possible, le trigger. Parfois, ça peut être un peu embêtant si on a un signal qui est trop haut ou un signal qui est trop bas, donc dont les valeurs sont trop élevées ou dont les valeurs sont trop faibles. Donc ça pourra gêner notre synchronisation. Donc quels sont les réglages que l'on va pouvoir faire? Déjà, appuyer sur le bouton 1 me permet d'avoir des réglages au niveau donc de la voie numéro 1. Donc je vais avoir ici ce qu'on appelle le couplage. Le couplage, ça veut dire qu'on va ici se mettre au niveau de la voie 1, soit en courant continu, en CC courant continu, ce qui veut dire qu'on va afficher toutes les valeurs
aussi bien ce qu'on appelle les valeurs continues que les valeurs alternatives. Ici, on va sélectionner uniquement les valeurs alternatives. Donc si par exemple j'ai un signal de 5 volts plus un cosinus, on ne va garder que le cosinus, le 5 volts, donc la valeur continue. On va pouvoir l'enlever, ce qui va nous permettre de recentrer notre signal au niveau de l'axe des abscisses, par exemple. Et enfin la masse c'est notamment utilisé pour pouvoir vérifier que notre 0 correspond bien à la ligne des abscisses qui est ici. Là par exemple ce n'est pas tout à fait le cas, donc je vais pouvoir ici régler un peu plus finement la roulette ici, le bouton rotatif qui est ici, de manière à bien voir ici affiché position verticale 0 volts. Comme ça, le 0 correspond bien à l'axe des abscisses. Bien sûr, la plupart du temps, on utilisera plutôt le couplage CC, ce qui nous permet d'afficher vraiment toutes les informations de la courbe. Parfois, si cette courbe est trop haute par rapport à notre écran et que seules les alternances positives-négatives nous intéressent, alors dans ce cas-là, on pourra utiliser le réglage CA. Toujours en termes de réglage, on a ici une limitation de bande de fréquence, ce qui nous permet éventuellement d'enlever des parasites de haute fréquence. On a ici un réglage volt par division qui est soit gros soit fin, ce qui veut dire qu'on va, lorsqu'on va actionner ici le calibre, on va avoir quelque chose d'un peu plus important, enfin une variation de calibre un peu plus importante en fonction de la situation. Autre réglage important à vérifier avant de commencer toute mesure, c'est le fait ici d'utiliser ou pas une sonde. Alors la plupart du temps nous n'utiliserons pas de sonde. Une sonde est un module supplémentaire qui va venir se brancher entre notre circuit et notre appareil de mesure, donc l'oscilloscope. Cette sonde ici permet d'avoir des atténuations parfois importantes. Ça peut être des sondes de tension, ça peut être des sondes de courant. Nous n'en utiliserons pas dans le pré-bac, dans le post-bac, ça peut arriver. Donc dans tous les cas, bien vérifier ici qu'on est bien en tension avec une atténuation une fois. Parce que là, par exemple, sans changer le calibre, ici, je constate que j'ai une valeur de 1 volt par division. Si par exemple, j'utilise une atténuation de 10 fois, je vais me retrouver avec la valeur inscrite de 10 volts par division. Donc lorsque notre appareil, notre oscilloscope va mesurer la valeur d'une tension, il va affecter un coefficient multiplicatif de 10. Chose qui n'est pas bon puisque nos valeurs doivent rester normales sans ce coefficient multiplicateur. Donc on vérifiera bien que l'on est sur une atténuation une fois, sauf si bien sûr on utilise ce qu'on appelle une sonde atténuatrice. Ensuite on peut aussi inverser le signal. A priori, il n'y a pas de situation dans le pré-bac dans laquelle nous aurions besoin d'inverser notre signal. Donc voici pour les réglages de la voie 1. Les réglages de la voie 2 sont strictement identiques. Ici, on a fait apparaître le signal correspondant à la voie 2. On voit qu'il n'est pas du tout centré par rapport au 0. Donc on va le faire tout de suite. On voit la valeur qui est affichée ici. Voilà, ici on est sur 0. Je vais à présent donc couper la voie numéro 2 et mettre un signal en entrée de la voie numéro 1. Voilà qui est fait. On constate déjà dans un premier temps que ça bouge, que notre courbe bouge à chaque instant. Donc ça, c'est un problème de trigger, c'est-à-dire que notre appareil, notre oscilloscope est incapable de se synchroniser correctement sur la courbe qu'on lui envoie, sur le signal qu'on lui envoie. Pourquoi ? Ici, très certainement parce que la valeur du trigger est trop bas. Donc on va monter un petit peu la flèche, la valeur du trigger, et on se rend compte que là, notre signal est... notre oscilloscope se synchronise beaucoup mieux sur notre signal. Alors qu'est-ce qu'on a comme type de signal ? On a un signal qui est ici de forme sinusoïdale, sauf qu'il est décalé justement vers le haut. C'est-à-dire qu'on a une valeur continue ici, très certainement de 1 volt, puisque on est centré sur la graduation 1 volt. Justement,
si on se met en couplage CA, alors on élimine la valeur continue, et donc tout notre signal va redescendre de manière à être, on va dire, centré ici dans cette situation autour de l'axe des abscisses. Voilà qui est le cas. Donc si par exemple je ne m'intéresse qu'aux alternances positives, négatives, alors je peux me mettre en couplage CA. Sinon, si j'ai besoin de connaître tout le signal et d'avoir toutes les informations du signal, je reste en couplage CC. Donc on a une amplitude crête à crête ici de 2 volts, plus 1, moins 1 par rapport au 0 qui est ici, le 0 de la courbe qui n'est pas le 0 de notre repère. Si je ne fais pas attention, que j'ai une atténuation de 10 volts, une atténuation de 10 fois, pardon, alors dans ce cas, je vais avoir l'impression que ici, notre amplitude crête à crête est de 20 volts, plus 10, moins 10. J'ai aussi un trigger qui serait de 3,2 volts. Donc toutes les valeurs en termes de tension sont multipliées par 10, chose qui n'est bien sûr ici pas valable. Donc il faut vraiment vérifier lorsqu'on n'a pas utilisé de sonde que l'on ait bien écrit ici une atténuation de x1. Comment faire des mesures sur ce signal? Alors on a déjà comme information ici une valeur assez précise de la fréquence du signal. On peut, si on n'a pas beaucoup de temps, se fier au carreau et on va dire utiliser le quadrillage exactement comme du papier millimétré et avoir une valeur approximative des différentes caractéristiques de ce signal. Si on veut quelque chose d'un peu plus précis, on peut utiliser la touche mesure. La touche mesure me permet ici d'avoir différentes valeurs. Donc là, je suis sur le canal numéro 1, channel 1. Donc je vais utiliser le canal numéro 1. Je peux par exemple afficher la période, je peux afficher par exemple la fréquence, je peux afficher par exemple la valeur moyenne, je peux afficher par exemple la valeur efficace, le min, le max, le crête à crête. Je peux afficher beaucoup d'informations différentes. J'ai juste à tourner le bouton rotatif qui est ici pour me balader dans toutes ces possibilités et ensuite d'appuyer sur le bouton pour valider cela. Donc là, par exemple, j'ai un signal dont la valeur moyenne est très proche de 1 volt, la période est proche de 1 milliseconde, la valeur efficace est de 1,25 volts et la fréquence est d'environ 1 kHz. L'option curseur. L'option curseur nous permet d'avoir des curseurs affichés à l'écran, aussi bien à la verticale qu'à l'horizontale, nous permettant d'avoir des valeurs au niveau du curseur, mais aussi les intervalles entre les curseurs. Donc là, je vais me positionner sur le canal numéro 1 en termes de curseur. Je vais utiliser par exemple des curseurs au niveau horizontal, enfin des curseurs horizontaux qui mesurent la tension. Donc là, je vais par exemple mesurer la valeur minimale. Au niveau du curseur numéro 1, on a 0 volts, donc la valeur minimale est de 0 volts. Si je veux changer de curseur, j'appuie sur le bouton curseur 2 et je vais pouvoir, à l'aide du bouton rotatif, ici avoir voilà, la valeur maximale qui est ici de 2,04 volts. Alors, plus notre affichage sera grand, meilleure sera notre précision. Donc là, par exemple, on peut essayer justement d'avoir une courbe qui est affichée un peu plus grande. Donc plutôt que d'avoir 1 volt par division, avoir 0,5 volts ou 500 millivolts par division. Sauf qu'on voit que là, on sort très légèrement du cadre. Donc on va par exemple positionner notre courbe différemment pour pouvoir avoir quelque chose qui est peut-être un peu plus précis. Alors on va essayer vraiment au mieux comme ceci. Donc là c'est vraiment trop grand, donc il faut que 200 millivolts par division, c'est trop petit. Il faut que je me mette à 500 millivolts par division. Donc là je vais me mettre comme ceci, je vais reprendre mon curseur 1 et le remettre en bas. Alors comme les mesures ici me dérangent un petit peu, je vais les enlever.
Voilà qui est fait. Hop, je me remets sur des curseurs en amplitude. Le curseur 2, je me mets sur la valeur, sur le point le plus élevé de la courbe. Et là, j'ai quelque chose qui est de la même valeur, mais qui permet quand même d'être un peu plus précis en termes de mesure. Là, je ne suis plus tout à fait à 0 volts d'ailleurs, mais à moins 20,0 millivolts. Et j'ai aussi l'écart entre les deux curseurs, les deux traits, ce qui me permet d'avoir ici un écart de 2,06 volts. Je peux aussi avoir la même chose, mais avec des traits verticaux, ce qui me permet de travailler sur le temps. Curseur 1, curseur 2. Je peux par exemple mesurer 1, 2, 3 périodes, le temps pour 3 périodes, le temps équivalent à 3 périodes. Donc là aussi, il faut essayer d'être le plus précis possible, donc avoir la meilleure visibilité possible. Et là, on est sur une variation de temps de l'ordre de 2 millisecondes, mais là, ce coup-ci, ce n'est pas pour 3 périodes, mais pour 2. Alors, on va essayer de se mettre pour 3 périodes. Voilà. Donc, on est sur 3 millisecondes, ici, pour 3 périodes. Donc, on a bien une période pour 1 milliseconde.